Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, la promesse de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon à notre micro de reloger tous les expulsés de la place de la République. A-t-elle été tenue cette promesse? Réponse avec Célia Mebroukine qui a enquêté. Le projet de loi visant à conforter les principes de la République, il a été présenté hier par le gouvernement. En filigrane, la laïcité à la française un peu partout dans ce texte. On l'analyse avec la professeure de droit Stéphanie Hennette-Vaucher. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 43, saison 2. Salut Célia, Salut. Tu as fait un suivi des annonces de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon au sujet des migrants de la place de la République. Oui, Valentine, on se souvient des images de l'évacuation de plusieurs centaines d'exilés, place de la République à Paris, des exilés laissés à la rue pour lesquels la ministre du Logement Emmanuelle Wargon s'engageait à notre micro. Les 300 personnes de la place de la République, j'espère que d'ici la fin de la semaine, on aura des solutions pour eux. Et d'ailleurs, Les autres, ils sont pas que 300. Et d'ailleurs, pour tous les autres. La ministre promet donc de reloger tout le monde. A-t-elle tenu sa promesse? Eh bien malheureusement, la réponse est non. Avec Youmni Kezouf, nous avons retrouvé plusieurs jeunes hommes exilés présents lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis et de la place de la République. On les a rencontrés place Stalingrad à Paris, sur le lieu d'une distribution alimentaire. Vous étiez tous présents lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis et celui de la place de la République, c'est bien ça? Depuis l'évacuation de la place de la République, on ne vous a pas proposé d'hébergement. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? دوستت جای خود ما شماره خود دادیم خطابال با ما کسی زنگ نزد اسم ما را نمیشته کردیم شماره خود دادیم نشده دیگه کار ما نشده دیگه. Quand on tourne ces images, on est donc 2 semaines après l'évacuation de la place de la République et ces hommes sont donc toujours à la rue. Les centres d'accueil de jour dont parlent donc Bassir et Nader Khan, ils existent. Il y en a 2 à Paris qui ont été ouverts par le gouvernement juste après l'évacuation. Mais ça ne suffit pas. On s'est rendu à l'entrée de celui du 13e arrondissement. On a discuté avec Sultan, il a 20 ans. Lui non plus n'a pas d'hébergement depuis qu'il a été évacué. نه فعلا جای خواب نداریم در بیرون توی هوای سرد وضعیت کرونا هیچ توجهی کمپا پر جای خالی نیست باید بایستی تا مثلا اینا جابجاش نه فعلا آماده نیست. Et même si vous dites que vous venez du camp de Saint-Denis, ça ne change rien. هیچ توجهی نمیکنم فعلا باید همون نوبت باید رعایت کنیم دیگه رقم نمیشه. جایش نمیدونم آماده نام خوره بیده شما تلفن خود بیدم الله خودش خبر میده دیگه. Après nous avoir répondu, Sultan est entré dans le centre dans l'espoir qu'on lui propose une place d'hébergement. On l'a retrouvé à la sortie et voilà ce qu'il nous a dit. Rien de nouveau pour Sultan, donc pourquoi ne lui trouve-t-on aucune solution? Pour mieux comprendre ce qu'il se passe derrière les portes de ce centre d'accueil, on a rencontré Chloé Chastel, la chef de service de l'association Aurore qui gère ce centre. Elle explique le processus pour y être hébergé. On a des places attribuées chaque semaine pour ce qu'on appelle des transferts. Donc c'est des transferts vers les CAES. C'est des centres d'hébergement qui sont en Île-de-France où les personnes peuvent aller en attendant d'être transférées dans d'autres centres d'hébergement qui sont en province. Et donc on a un nombre de places qui est défini par la PRIF, par la préfecture d'Île-de-France, et qui nous sont attribuées chaque semaine en fait. Donc là par exemple cette semaine, on a fait partir 26 personnes hier, on en fait partir 30 vendredi. Dans le bureau d'à côté, ses collègues contactent les exilés inscrits juste après l'évacuation de Saint-Denis. Donc on est content parce que si tu sélectionnes tout, on a quand même pas mal de verts, donc de personnes qui ont été transférées. Il n'y a personne d'avant le 18 novembre quoi, a priori. Oui, on a bien épuré la liste, on est content. Parce que nous, on a rencontré des personnes qui étaient présentes à Saint-Denis, qui ont fait cette manif sur la place de la République et qui dorment encore dehors. Comment vous pouvez expliquer que certaines personnes passent entre les filets comme ça? Parce que ceux qui sont prioritaires, c'est vraiment ceux qui sont arrivés en septembre, octobre, début novembre. Donc si la personne n'est venue qu'après en accueil de jour, malheureusement, on va la faire partir par ordre d'arrivée en accueil de jour. Donc c'est possible qu'il y ait des injustices comme ça, liées à ce système. Une injustice mal vécue par les exilés. Mais il y a un désespoir quand même, hein, pour avoir discuté avec certains de ces jeunes hommes, il y a un désespoir, il y a une incompréhension totale.
Ouais, mais j'en suis bien consciente. Il y a très peu de places d'hébergement par rapport au nombre de personnes qui sont en attente. Et donc, il y a une grosse frustration, une grosse colère, et les personnes sont souvent en détresse, en attente de leur hébergement. C'est vraiment difficile, c'est sûr. C'est moins difficile maintenant qu'avant la mise à l'abri, mais c'est toujours difficile et il y a toujours un long délai d'attente. Il n'y a clairement pas assez de places d'hébergement pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, on a contacté le ministère du Logement pour leur parler de la situation de ces 3 jeunes hommes, Nader, Bassir et Sultan. Le ministère dit regretter que des personnes évacuées de la place de la République puissent être encore dehors et sur liste d'attente, malgré l'ouverture d'un peu plus de 600 places depuis cette évacuation place de la République. Mais ils disent aussi, travailler à l'ouverture de nouvelles places tous les jours, toutes les semaines. On peut donc dire, je pense que la conclusion c'est ça, que la promesse de la ministre n'est pas totalement tenue. Merci Célia et on suivra ce dossier avec attention. C'est un principe quasi sacré dans notre République, la laïcité, et c'est un principe au cœur du projet de loi gouvernemental présenté hier, ce projet de loi confortant les principes de la République, un principe sur lequel beaucoup de conceptions s'opposent. La laïcité sert-elle aujourd'hui des intérêts politiques? Pour en discuter, Stéphanie Hennette-Vaucher est notre invitée. Bienvenue dans À l'air libre. Stéphanie Hennette-Vaucher, vous êtes professeure de droit public à l'Université de Nanterre, spécialiste de la laïcité et des libertés publiques. D'abord sur ce projet de loi en général que vous avez lu, qu'est-ce qui a frappé la juriste que vous êtes ? Je crois que ce qui frappe vraiment dans le texte, c'est que la focale est extrêmement large. Pour reprendre la mise en mots du Premier ministre, il dit que l'ennemi, c'est l'islam radical. Mais il y a quand même un fort risque, quand on lit l'intégralité du texte, qu'en fait, il emporte bien davantage sur son passage et qu'il crée une restriction ou une dégradation des libertés pour des segments extrêmement larges de la population, puisque le texte vise la liberté d'association, la liberté de culte, la liberté religieuse, etc. Donc vraiment, la focale est extrêmement large et je crois que pour ce seul motif, c'est un sujet de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation pour nos libertés, alors même que plusieurs ministres, le premier d'entre eux, Jean Castex, mais aussi Éric Dupond-Moretti à la justice, ont dit c'est un texte d'émancipation et de liberté. Alors c'est intéressant cette rhétorique de l'émancipation. En fait, on en a des exemples assez récurrents. J'ai souvenir par exemple de mots qu'avait eu Jean-François Copé au moment de la loi de 2010 interdisant la prohibition, enfin la dissimulation du visage dans l'espace public. Et il avait dit ça n'est pas une loi d'interdiction, c'est une loi de libération. Donc on avait un peu le même genre de rhétorique. Alors c'est un petit peu frappant parce qu'en fait quand on regarde le texte, il y a beaucoup d'incriminations, il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de règles nouvelles qui sont restrictives. Donc c'est quand même un petit peu difficile à lire au prisme de l'émancipation. Je pense, pour faire crédit à ce que j'ai entendu des mots du Premier ministre, qu'il parlait, qu'il a complété un peu sa phrase en disant c'est une émancipation par rapport à toutes les formes d'obscurantisme, etc. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait le discours qui désigne la religion nécessairement comme antonymique à la liberté parce que un système de croyance qui risque de verser dans l'obscurantisme, c'est un courant philosophique qui existe dans l'histoire des idées, mais il se trouve que précisément c'est pas du tout la logique qui a été suivie par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui au contraire a été mise en place, façonnée, installée sur la majeure partie du XXe siècle dans une philosophie libérale qui est en fait de respecter les croyances, les non-croyances, mais aussi les croyances, et donc pas du tout de les assimiler nécessairement à des formes d'obscurantisme ou à les renvoyer à l'antonyme de la liberté. En tout cas, de respecter ces croyances, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur intensité ou leur degré. Oui, c'est-à-dire que qu'elles soient obscurantistes ou pas, ce sont des croyances et elles ont le droit d'exister. Exactement, et en fait ça se voit dans la loi de 1905, ça se voit aussi dans la philosophie d'un Ferry à la fin du 19e siècle qui enjoint aux instituteurs de respecter le système de croyances qui, le cas échéant, structure la vie familiale des élèves auxquels ils ont affaire. Alors justement, cette loi 1905, commençons par elle, puisque c'est là que la laïcité y est définie. C'est son article 1er qui stipule que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Est-ce que cette définition est toujours valable aujourd'hui ? Alors oui, à ce stade, l'article 1er de la loi de 1905 demeure. C'est très important, le verbe qui y figure, la République garantit le libre exercice du culte.
il n'en reste pas moins qu'effectivement, depuis, disons, une quinzaine, une vingtaine d'années, un certain nombre de redéfinitions du principe juridique de laïcité ont amené à formuler en son nom des restrictions importantes à la liberté religieuse. Ça a pu commencer, par exemple, enfin si on se situe dans l'histoire courte, avec la loi de 2004, qui est le premier texte législatif où, au nom de la laïcité, on va générer des obligations de neutralité religieuse, non plus à l'endroit des personnes publiques, mais à l'endroit des personnes privées, que sont les élèves usagers du service public de l'éducation nationale. Et donc, puis, plus seulement aux profs, par exemple, voilà, exactement, mais aussi aux élèves. Exactement. Exactement. Et donc, à partir de là, il y a toute une série d'interprétations extensives qui vont fleurir. Donc, on va se mettre à exiger la neutralité, non plus seulement des élèves, à raison de leur statut d'élève, mais de toute personne, par exemple, qui est dans l'enceinte scolaire. C'est tous les débats qu'il y a eu de manière récurrente sur les parents accompagnateurs de sortie scolaire, sur les stagiaires Greta, etc. On a vu un peu la même chose se produire sur le lieu de travail. C'est tout ce qui a été charrié par l'affaire Babylou, et qui a finalement culminé avec une disposition très importante de la loi El Khomri qui permet au règlement intérieur des entreprises désormais de soumettre les salariés à la neutralité dans l'expression des convictions. Et ce texte a été conforté par ailleurs par des développements de droit européen. Il y a bien sûr la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage. Et donc en fait il y a beaucoup de restrictions à la liberté religieuse. Et une chose qui est intéressante, c'est que si on regarde les bilans que font régulièrement des représentants du ministère de l'Éducation nationale sur la loi de 2004. Ils disent, bon, la loi de 2004, voilà, il y a encore des problèmes ici ou là, mais bon, globalement, on a bien compris aujourd'hui que les élèves ne peuvent plus porter de signes dans les écoles publiques. Mais parfois, les représentants du ministère disent, on a quand même encore un problème parce que certains élèves continuent de ne pas adhérer aux valeurs de la laïcité. Et là, je crois qu'il y a une piste de réflexion très intéressante parce que on peut demander aux citoyens de respecter la loi de la République, c'est normal. C'est une autre chose de demander l'adhésion. Et je suis très frappée, moi j'ai déjà observé ça, comme je le disais là, dans sur la question de la laïcité scolaire, mais si on regarde l'exposé des motifs du texte ici, tout de suite, c'est la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps aux valeurs, aux principes de la République. Et je crois que là, il y a matière à réflexion, c'est-à-dire est-ce que véritablement une République démocratique, libérale demande le respect de la loi ? Ou est-ce qu'elle demande l'adhésion aux valeurs qui sous-tendent la loi? Je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc là, quand vous dites intéressant, c'est-à-dire un glissement vers quelque chose qui serait que la République nous dicterait ce qu'on doit penser? Je pense que c'est... Ce à quoi on doit adhérer? Oui, c'est effectivement le type d'alerte qu'on doit avoir à l'esprit quand on lit ce type de programme législatif. Il y a un historien et sociologue des religions qui s'appelle Philippe Portier qui a souligné dans de nombreux travaux que sur le début du XXIe siècle, disons, on observait véritablement une substantialisation du principe de laïcité. Et c'est donc c'est une manière de dire que c'est plus seulement un principe d'organisation des rapports entre l'État et les cultes, c'est plus quelque chose de presque procédural ou c'est vraiment quelque chose qui s'est axiologisé. Et donc la laïcité, d'une certaine manière, se fait un peu programme normatif, se fait injonctive, parce que véritablement, elle va désormais peser sur les personnes privées en leur dictant un certain nombre de comportements. Est-ce que c'est autoritaire que de demander à des citoyens d'adhérer aux valeurs de la République plus que de les respecter ? Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est de savoir si véritablement la loi est le lieu de l'affirmation d'un programme axiologique auquel il faudrait adhérer. Je pense que voilà, il peut y avoir des discussions politiques sur qu'est-ce que c'est qu'un projet républicain, en quoi est-ce qu'un projet républicain est différent d'autres formes de projets démocratiques. Mais malgré tout, enjoindre un programme axiologique par le biais législatif, a fortiori lorsque lui est assorti un système de sanctions, parce qu'il y a beaucoup de comportements qui font l'objet de sanctions dans le texte et ailleurs, je crois en effet que c'est quelque chose d'un peu problématique. Alors, on a regardé dans nos archives, lorsqu'Emmanuel Macron était candidat, c'était il n'y a pas si longtemps, voilà ce qu'il disait à propos de la laïcité. Je ne crois pas, pour ma part, qu'il faille inventer de nouveaux textes, de nouvelles lois, de nouvelles normes pour aller chasser le foulard à l'université, pour aller traquer dans les sorties scolaires celles et ceux qui peuvent avoir des signes religieux. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Ce combat, ça n'est pas un combat de la laïcité.
contre une religion, puisqu'il faut la nommer, l'islam. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait une erreur fondamentale. Je crois, en tout cas j'essaie, d'être exactement dans le droit fil de la laïcité de 1905. C'est exactement ma ligne. Je ne me retrouve pas dans un discours qui, chez certains, est ce que j'appellerais du laïcisme. Celles et ceux qui pensent qu'il faut étendre le domaine de la lutte et qu'il faut changer les règles de la laïcité pour aller combattre un monothéisme. Je crois que c'est une erreur profonde. Si les laïcistes gagnent en mai prochain, je pourrais vous dire que j'aurais perdu cette bataille. Je pense qu'elle n'est pas perdue. Parce que, au fond, ce n'est pas la laïcité dont les gens parlent ce faisant. Ils parlent de leur rapport à l'islam. Voilà, ça a l'air d'être il y a un siècle. C'était il y a quelques années seulement. Sa position, elle a changé à Emmanuel Macron. Bon, moi, je ne sais pas si la position d'Emmanuel Macron a changé. Je ne sais pas exactement qui il a à l'esprit dans ses entretiens lorsqu'il parle des laïcistes, etc. En revanche, ce qui me frappe, c'est que c'est deux choses. C'est d'abord qu'il dit sur ce terrain comme sur d'autres qu'il ne faut pas céder à l'inflation législative, au fait d'ajouter des textes, etc. Dans la même campagne, pour la présidentielle de 2016, il avait aussi écrit dans son ouvrage des choses très claires sur le fait qu'il fallait mettre fin à l'état d'urgence, que le droit français disposait déjà de tout ce dont il avait besoin pour faire face à la menace terroriste. Et en réalité, une fois parvenu au pouvoir, c'est véritablement lui qui n'a levé l'état d'urgence qu'après avoir passé la loi SILT, etc. On observe un peu la même chose ici. Moi, je peine un petit peu à voir ce texte sur les principes républicains comme s'inscrivant dans le droit fil de la loi de 1905, puisqu'au contraire, il s'agit véritablement de diffuser cette injonction au respect ou à l'adhésion des valeurs républicaines dans toute une série de sphères de la société qui sont le fait de personnes privées, à commencer par les associations. Il y a des choses très préoccupantes sur les associations ici. Les associations, on va y revenir, mais est-ce que, comme il le redoutait en 2016, les laïcistes ont gagné en 2020 avec son assentiment ? C'est difficile à dire dans ce texte. Non, moi je voudrais pas qualifier ce texte de laïciste. Je pense que c'est complexe aussi parce que pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir en parlant des associations, le terme de laïcité est plus là en filigrane que véritablement de manière très explicite. On sent bien que c'est ça qu'il y a derrière. Et oui, non, ce que je peux dire tout simplement, c'est que je ne crois pas que ça soit dans le droit fil de l'interprétation libérale de la loi de 1905. Est-ce que c'est vous avez développé le concept de néolaïcité. Est-ce que ce projet de loi, c'est ça, c'est l'avènement de la néolaïcité ? Je pense qu'en effet, tout ce qui participe de la diffusion d'obligations de neutralité religieuse, de l'aseptisation du point de vue religieux de la vie sociale, peut effectivement être qualifié de nouvelle laïcité, c'est-à-dire cette laïcité qui génère des obligations à l'égard des personnes privées. Et dans ses archives, Emmanuel Macron disait ne pas vouloir toucher à la loi 1905. Son Premier ministre a expliqué ces derniers jours que justement, elle n'était plus adaptée à 2020. Comment est-ce qu'on explique ce revirement ? Alors, le revirement, il est là. Je crois qu'au-delà de la loi de 1905, ce qui est très frappant dans ce texte, qui conforte le respect des principes de la République, c'est qu'il touche à la loi de 1905, il touche à la loi de 1880 sur la liberté de la presse, il touche à la loi de 1882 sur la liberté de l'enseignement, il touche à la loi de 1901 sur la liberté d'association. Et voilà... Il y a quand même quelque chose d'intéressant à signaler dans le fait que pour réaffirmer les principes républicains, on a besoin de faire pièce, en tout cas en partie, à certaines des lois les plus emblématiques de cette Troisième République, République des libertés, mal nommée. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même des lois emblématiques, des grandes lois de liberté publique de la Troisième. Alors la liberté d'association, on en discutait en préparant l'émission, vous dites que c'est assez problématique sur la liberté d'association. Ouais, sur la liberté d'association, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que la liberté d'association, c'est une des manifestations, c'est une des déclinaisons de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, si j'emprunte le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l'homme, dans une société démocratique pluraliste, ça protège toutes les opinions, et notamment les opinions qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent. Et il n'y a pas véritablement de sens à protéger la liberté d'expression si c'est simplement pour protéger précisément toutes les opinions qui posent strictement aucun problème. De ce point de vue, subordonner le plein exercice de la liberté d'association, la pleine jouissance, et ici en particulier les subventions publiques, à l'idée que les associations accepteraient par un accord contractuel, un contrat d'engagement républicain, de respecter les valeurs de la République, mais
aussi l'ordre public. C'est ça qui figure dans le texte. Ça me paraît quand même très problématique. Il y a des associations monarchistes, anarchistes, qui probablement ne pourraient pas signer un texte d'engagement à respecter les valeurs de la République, puisque leur objet social est antinomique de ce point de vue. Il y a des associations qui pourraient considérer, en toute hypothèse, que le seul fait de devoir s'engager dans une démarche contractuelle est une négation de la liberté qui est la leur, et que ça serait une contradiction dans les termes. Et peut-être une manière de l'illustrer, c'est de réfléchir un peu par analogie. C'est-à-dire, si c'était, par exemple, la liberté de la presse qu'on entendait subordonner ou conditionner à l'engagement contractuel de respecter un certain nombre de valeurs, je pense qu'on verrait tout de suite que, en effet, cette démarche contractuelle est antinomique du principe de liberté. Est-ce que ce projet de loi, c'est le produit d'une obsession de l'islam ? Indubitablement, et les propos qui ont été passés du président de la République le disent de toute façon en termes clairs. Indubitablement, depuis plusieurs décennies, beaucoup des débats autour du sens et de la portée du principe de laïcité sont en fait mus par un certain nombre d'anxiétés qui ont à voir avec l'islam. C'est vrai que ça serait complètement absurde de se le cacher. Et on voit déjà que la machine, je dirais, est en marche, si je puis dire. Par exemple, la députée Aurore Bergé, donc de la majorité, prévoit déjà de proposer un amendement pour interdire le port du voile aux petites filles. Oui, de toute façon, on voit bien, c'est vraiment toujours les signes visible de la religion musulmane. Je veux dire, on dit que tout ça a commencé avec l'affaire du voile de Creil, et c'est vraiment systématiquement le voile de l'élève, le voile de la puéricultrice, au passage, en général, des signes religieux portés par des femmes, qui cristallisent véritablement les craintes. C'est quoi votre définition des principes de la République ? Alors, je crois que les principes de la République, c'est évidemment très difficile à définir. Je pense que, et c'est très sain, ils sont en négociation et en renégociation permanente. Et je pense surtout qu'ils se prêtent particulièrement mal au fait d'être figés dans une définition statique, dans un texte normatif. Donc, le gouvernement a raison de vouloir les faire évoluer dans un projet de loi, ou a tort de vouloir les figer dans un projet de loi? Je pense qu'on peut... ça renvoie à ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur le fait que je crois que c'est très problématique de figer un programme axiologique, un programme de valeurs, dans un texte législatif qui est assorti de sanctions normatives. Merci Stéphanie Hennette-Vaucher. Vous êtes professeure de droit public à l'Université de Nanterre, spécialiste de laïcité et des libertés publiques. Merci d'être passée par L'air Libre. À bientôt. Tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes abonné. Vous pourrez y lire que Jean Castex va s'exprimer sur la pandémie de coronavirus ce soir. Et pendant ce temps, François Bonnet nous emmène, lui, en Savoie, en se demandant pourquoi la deuxième vague qui a frappé le département a pris la forme d'un tsunami. La Savoie a été la plus touchée de France par cette deuxième vague. Les spécialistes tentent de comprendre entre mauvais respect des gestes barrières, contamination familiale et confinement trop tardif. Un gros travail d'enquête à présent de Justine Brabant et Sébastien Bourdon. Ils se sont intéressés aux soldats français déployés à l'étranger. Ils n'ont pas le droit de poster des informations sensibles en ligne, sauf que ces militaires utilisent diverses applications, notamment pour faire du sport. Mediapart a ainsi pu retrouver les profils de plus de 800 soldats et 200 membres des forces spéciales, dont les traces laissées sur Internet peuvent mettre en péril la sécurité des installations militaires françaises. La vidéo est à regarder dans notre article en intégralité. Martine Orange, elle, s'est intéressée au démantèlement programmé d'EDF. C'est le projet Hercule sur lequel le gouvernement travaille depuis 18 mois. Son objectif, démanteler le groupe public, détruire un bien commun essentiel par surprise, écrit Martine Orange, avec comme seule vision le nucléaire comme premier vecteur de la transition écologique pour le seul bénéfice du privé. Et puis dans le club, ce billet de la Quadrature du Net, l'association de défense des libertés ferraille toujours contre le projet de Save City à Marseille. Il s'agit d'un projet de vidéosurveillance automatisée de la ville. La Quadrature annonce un
recours devant le tribunal administratif. Voilà, l'Air Libre, c'est fini pour cette semaine. Demain, vous retrouvez Rachida El Azouzi dans un nouveau numéro d'Écrire l'Histoire consacré au Harki. Entretien avec les historiens Fatima Besnani-Lankou et Gilles Manseron. Et puis samedi, le documentaire de la cinéaste belge Sung Ayoun, Overseas, un film sur la formation de femmes philippines destinées à devenir femmes de ménage, nounous et bonnes à tout faire au Moyen-Orient. Nous, on se retrouve lundi. C'est Mathieu Magnudex qui sera aux commandes d'ici là. Bonne fin de semaine, bonne soirée. Salut!